Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié à l'introduction de l'échelle de performance CO2. Je suis Stéphanie Brett-Morel, directrice développement durable Europe au sein du TÜV Sud. Nous allons vous présenter le contexte de ce nouveau dispositif en cours de déploiement en France, bien qu'il soit déjà établi dans certains pays européens. Nous partagerons également les informations essentielles pour vous aider à mieux vous préparer et à répondre efficacement aux exigences réglementaires associées. Nous avons aujourd'hui deux intervenantes, Anne-Sophie Quinkis et Kim de Jonge. Anne-Sophie est ingénieure chimie et environnement. Diplômée en ingénierie chimique, elle a débuté sa carrière en R&D au sein de différents secteurs industriels. Elle accompagne aujourd'hui les clients de TÜV Sud dans l'application et l'interprétation des réglementations environnementales, tant françaises qu'internationales. Son expertise couvre notamment l'accompagnement à la mise en conformité réglementaire, ainsi que la mise en œuvre de démarches environnementales liées à l'empreinte carbone et à l'analyse de cycle de vie des produits et des organisations. Kim est ingénieure industrielle en chimie et coordinatrice environnementale. Kim a démarré sa carrière dans le domaine de la certification, principalement dans le secteur de la construction. Il y a à peu près 6 ans, en 2020, elle se spécialise dans l'échelle de performance CO2 et elle devient la première auditrice certifiée de cette méthodologie en Belgique, son pays natal. Forte de cette expertise, elle a représenté le gouvernement flamand auprès de l'organisme SCAO et a contribué à la rédaction du manuel de l'échelle de performance. Au sein de TÜV Sud, elle soutient désormais les processus d'accréditation et assure la formation des auditeurs au sein des différentes entités. Kim parle français, mais elle interviendra en anglais lors du webinaire, entre autres pour la session de Q&A, car elle est plus à l'aise. Cependant, n'hésitez pas à envoyer vos questions en français ou en anglais. Les questions seront d'ailleurs avec les réponses transmises par la suite. Avant de débuter le webinaire, je souhaitais vous présenter en quelques mots TÜV Sud. TÜV Sud est un groupe international de référence dans les domaines de la certification, des essais, de l'inspection et du conseil. Son siège historique est dans le sud de l'Allemagne, à Munich. Fort de plus de 150 ans d'expertise, TÜV Sud accompagne les entreprises pour garantir la sécurité, la performance et la conformité de leurs produits, systèmes et processus. Présent dans le monde entier, TÜV Sud aide ses clients à inspirer confiance et à accéder durablement aux marchés internationaux. Je vais maintenant laisser la parole à Anne-Sophie qui va vous présenter l'agenda du jour et le reste du webinaire. Et je vous retrouve à la fin de la session pour le Q&A avec Kim et Anne-Sophie. Merci Stéphanie pour l'introduction. Donc aujourd'hui, effectivement, on va découvrir ensemble l'échelle de performance CO2. Donc tout d'abord des éléments de contexte. Ensuite, qu'est-ce que l'échelle de performance CO2? Comment s'y préparer? On va regarder de plus près les exigences générales et les exigences par axe de ce système de certification. Et enfin, le processus de certification. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Donc on va regarder un petit peu la dynamique énergétique d'abord mondiale. Donc on voit que depuis 1850, la consommation d'énergie a explosé, passant de quelques milliers de terawatts à plus de 140 000 terawatts en 2019. Donc cette croissance, elle est principalement portée par les énergies fossiles, même si les énergies renouvelables sont en essor depuis quelques années. Si on regarde maintenant en parallèle les émissions mondiales de carbone, on voit une corrélation directe justement entre cette consommation d'énergie et les émissions carbone. Et si on regarde un dernier lien de cause à effet, c'est-à-dire le lien entre le CO2 atmosphérique et la température, on voit là aussi
une corrélation évidente avec une température globale qui a augmenté de près de 1 degré depuis 1880. Donc cette augmentation de température, elle a des conséquences. Donc si on regarde un peu brièvement les impacts du réchauffement climatique, donc là on va pas être exhaustif, mais on va venir regarder certains phénomènes. Donc on l'a mentionné, les températures et tendances globales, avec 2024 qui a été l'année la plus chaude, ce qui a engendré des événements extrêmes. Par exemple, en 2024, 13,5 millions d'hectares de forêts ont brûlé. Et ça a impacté, entre mars 2024 et février 2025, 100 millions de personnes qui ont été exposées en incendie hors fumée. Cet air plus chaud, il va aussi avoir une incidence sur la montée des eaux, avec, en 2024, les inondations qui ont été parmi les catastrophes les plus meurtrières, causant plus de 3700 décès dans le monde. On va aussi avoir un impact sur les écosystèmes et la biodiversité, puisque depuis 1970, la taille moyenne des populations des vertébrés a chuté de 73%. Ces températures qui augmentent, elles ont aussi un impact sur les glaces et cryosphères, avec une perte totale estimée à 5000 gigatonnes, c'est-à-dire 5000 milliards de tonnes d'eau entre 2000 et 2019. Et le dégel du permafrost, en fait, il libère également du CO2 et du méthane, ce qui crée une boucle de rétraction climatique et qui donc va venir renforcer cet effet. Enfin, bien sûr, les impacts humains. En 2023, 43,1 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes climatiques, dont notamment celles qu'on vient de voir. Et aujourd'hui, 3,6 milliards de personnes connaissent un stress hydrique au moins 1 mois par an. Donc si on regarde un petit peu plus près d'où viennent ces émissions, donc on l'a vu, les émissions mondiales, elles atteignent 49,8 gigatonnes d'équivalent CO2, avec 3,3 gigatonnes en Europe et 393 mégatonnes pour la France. Donc les évolutions, depuis 1990, c'est plus 51% au niveau mondial, moins 32% en Europe et moins 28% en France. Donc ces chiffres, ils sont plutôt encourageants pour l'Europe et la France, mais ils sont aussi à mettre en perspective parce qu'avec la mondialisation, il y a aussi une délocalisation de l'industrie vers d'autres pays. Et justement, si on regarde la répartition sectorielle des émissions, donc là notamment en Europe, on voit que l'industrie de l'énergie et les transports sont les secteurs les plus impactants. Ensuite, on a le résidentiel et tertiaire, ainsi que l'industrie manufacturière et de construction. Ensuite, à 10%, on a 12%, pardon, on a l'agriculture, pas loin du procédé industriel, et on a quelques pourcentages résiduels sur les déchets et les autres secteurs émetteurs de CO2. Donc c'est dans ce contexte que l'Union européenne a introduit de nouvelles réglementations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'économie circulaire. Elle s'est fixé des objectifs ambitieux avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, comparé au niveau de 1990, et la neutralité carbone d'ici 2050. Donc dans ce contexte, le Green Deal européen, qui est un ensemble de réglementations, on peut voir se dessiner une stratégie de réduction de l'empreinte carbone. On a notamment la CSRD, qui vient renforcer le reporting extra-financier des entreprises en mesurant et publiant les émissions de gaz à effet de serre, le système d'échange de quotas d'émissions qui met un prix sur le carbone émis par les grandes industries, la directive sur l'efficacité énergétique, donc qui vise à améliorer la performance énergétique de l'économie européenne avec des audits énergétiques obligatoires, l'initiative Produits durables, donc qui tend à concevoir des produits plus durables et moins émetteurs avec des exigences d'éco-conception qui vont venir rallonger la durée de vie des produits. Et enfin, là, ce n'est pas une réglementation, mais on trouve le programme LIFE et Fonds pour l'innovation qui vient soutenir financièrement la transition bas carbone. Dans ce contexte, pourquoi un outil pour mesurer l'empreinte carbone ? Donc en fait, d'abord, on a un constat, seuls 6% des entreprises françaises mesurent leurs émissions de manière exhaustive et 13% seulement ont fixé des objectifs couvrant les scopes 1, 2 et 3. Donc, je reviendrai un peu plus précisément sur ce que sont les scopes 1, 2 et 3, mais il s'agit des émissions directes et indirectes émises par l'entreprise. Au-delà du constat, en fait, ce sont aussi des opportunités, puisque 82% des entreprises déclarent des bénéfices économiques liés à la décarbonation. Les avantages incluent de limiter l'impact sur le changement climatique, anticiper les impacts économiques et sociaux liés à la raréfaction des énergies fossiles et développer sa place dans le monde de demain.
il y a en plus une dernière particularité française avec un cadre réglementaire, puisqu'en France, le bilan des émissions de gaz à effet de serre est obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés en métropole. On va venir couvrir les émissions directes et certaines émissions significatives des émissions indirectes, et il est à renouveler tous les 4 ans. Donc, ce que cette diapositive nous dit, c'est que mesurer son empreinte carbone n'est pas seulement une obligation réglementaire, c'est une opportunité stratégique pour anticiper les risques, réduire les coûts et renforcer la compétitivité. Maintenant, si on vient encore zoomer sur cette empreinte carbone des entreprises et qu'on regarde le rôle des achats. Donc, la part des achats dans l'empreinte carbone de la plupart des entreprises représente entre 50 et 80% des émissions totales de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ce pourcentage, il varie selon les secteurs que l'entreprise couvre. Pourquoi cette part elle est aussi importante? Parce que les entreprises sous-traitent de plus en plus, que ce soit la production, les services ou la logistique. Alors que chaque fournisseur consomme de l'énergie, utilise des matériaux et transpose des biens. Ces émissions, elles ne sont pas visibles directement, mais elles pèsent finalement lourd dans la chaîne de valeur. Donc, il y a des enjeux stratégiques autour de la réduction des émissions liées aux achats. On va pouvoir agir sur un levier très puissant de décarbonation. C'est une façon d'impliquer les fournisseurs dans une démarche durable, donc ainsi de verdir la chaîne d'approvisionnement et mieux maîtriser les coûts et les risques liés aux matières premières et à l'énergie. Donc, qu'est-ce que l'échelle de performance CO2 ? L'échelle de performance CO2, c'est un outil de certification et de management carbone qui n'est pas né en France, mais aux Pays-Bas en 2009, sous l'impulsion de ProRail. En fait, l'idée initiale, c'est qu'en 2009, les dirigeants de ProRail se sont demandé comment inciter leurs fournisseurs à réduire leurs émissions de carbone. Ils sont partis du constat que 90% des dépenses allaient à des prestataires externes. Donc, entre 2008 et 2009, ils ont développé un instrument de durabilité pour encourager les entreprises à réduire leurs émissions. Le principe clé, c'est de donner aux entreprises la liberté de choisir leurs actions pour réduire leurs émissions de CO2 et leurs dépenses énergétiques. Donc, pour cela, ils ont créé un système qui récompense les efforts via un avantage dans les appels d'offres. C'est comme ça que l'échelle de performance CO2 est née. En 2011, la fondation SKAO a été créée pour reprendre ce système. Donc, qu'est-ce que SKAO ? C'est une ONG indépendante axée sur l'impact à but non lucratif. Elle est aujourd'hui propriétaire et administratrice de l'échelle de performance CO2. Donc, elle a pour but le développement et la mise en œuvre de ce système de certification, qui est aussi un instrument de passation des marchés. Et elle est axée sur la recherche et le partage des connaissances. Donc, si on va plus loin de la chronologie, on a vu en 2009 le lancement, en 2011 la création de la fondation SKAO. En 2015, on a la mise en place du manuel 3 qui donne le référentiel. En 2019, le déploiement de ce système vers la Belgique, donc ça quitte les frontières du Pays-Bas. En 2020, la publication du manuel 3.1 qui donne le nouveau référentiel. En 2023, l'expansion européenne continue, puisqu'on observe un déploiement en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Portugal, et avec toujours, bien sûr, l'idée stratégique de 2050, l'objectif de neutralité carbone pour l'Europe. Quelques chiffres maintenant pour situer l'échelle de performance CO2. Donc aujourd'hui, plus de 8000 organisations sont certifiées et 300 autorités publiques l'intègrent dans leur marché. Les secteurs les plus concernés sont la construction, l'énergie et le transport. Les entreprises certifiées constatent des réductions significatives, souvent entre 20 et 30% en 3 ans. Et les entreprises certifiées réduisent leurs émissions de CO2 2 fois plus vite que la moyenne. C'est pour cela que l'échelle de performance CO2 est reconnue comme une bonne pratique par l'OCDE, le GIEC et le Forum économique mondial. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un peu plus concrètement l'échelle de performance CO2 ? En fait, le PC combine 2 mécanismes complémentaires. C'est un système de gestion des émissions carbone et des énergies, certifiable selon 5 niveaux de maturité, qui couvre soit l'organisme, soit un contrat. Et c'est aussi un critère de performance carbone dans les appels d'offres pour les achats. Ce système de certification, il repose sur 4 axes. Donc, axe A, la mesure. Donc, on va venir comprendre le contexte de l'entreprise et mesurer les flux énergétiques et l'empreinte carbone. L'axe B, la réduction. On va venir fixer des objectifs ambitieux de réduction et mettre en place un plan d'action.
L'axe C, la transparence. Donc, les entreprises sont invitées à publier les ambitions et les résultats et à communiquer de manière régulière. Et enfin, l'axe D, la participation. Oui, donc les entreprises sont invitées à participer à des initiatives sectorielles et à toujours investir sur l'innovation. Donc, comme je le disais, il y a différents niveaux de certification. Les niveaux 1, 2 et 3 portent sur l'identification des émissions de CO2 et les flux énergétiques et les objectifs de réduction ambitieux dans l'entreprise elle-même. Le niveau 4 se concentre notamment sur la contribution à l'innovation et à la réduction d'émissions carbone tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et au niveau 5, l'entreprise prouve qu'elle atteint ses objectifs ambitieux grâce à la collaboration sectorielle et à l'adaptation de ses achats, produits et processus. Donc, comment sont évalués ces niveaux? Donc, ils se basent sur un système de points. Tout d'abord par axe, A, B, C, D. L'entreprise doit obtenir un minimum de 80% par axe. Et ensuite, par niveau. L'entreprise doit obtenir un minimum de 90% pour le niveau visé, mais aussi, bien sûr, pour les niveaux inférieurs. Donc, pour ces niveaux, on a un système de pondération par rapport aux axes. Donc, la mesure va être l'axe qui pèse le plus lourd, avec 40%. Ensuite, la réduction à 30%. Ensuite, la transparence à 20%. Et enfin, la participation à 10%. L'état actuel aujourd'hui des certificats délivrés, donc on voit que vraiment une écrasante partie des entreprises sont certifiées au niveau 3. Ensuite, on a quelques entreprises certifiées au niveau 4 et à nouveau une part assez importante des entreprises certifiées au niveau 5. Donc, comment ça se passe concrètement une sélection de fournisseurs avec un critère échelle de performance CO2? Donc, tout commence par la publication de l'appel d'offres qui inclut cette clause spécifique. Les entreprises candidates soumettent ensuite leur dossier en présentant leur niveau d'ambition CO2. Une fois les candidatures reçues, le maître d'ouvrage va venir sélectionner le lauréat. À partir de là, le niveau d'ambition annoncé par l'entreprise devient une exigence contractuelle. Donc, l'entreprise a alors 1 an pour obtenir la certification, c'est-à-dire qu'elle a 1 an pour mettre en place le système et réaliser l'audit de certification avec un organisme certificateur. 2 options sont possibles pour répondre à cette exigence. Soit l'entreprise présente un certificat CO2 sur l'ensemble de l'organisme et du ou des contrats, soit elle fournit une preuve spécifique liée au contrat. Cette certification, elle s'étend sur 3 ans, donc après l'audit initial de certification, il y a des audits annuels de renouvellement. Donc, comment se préparer à cette certification? Donc, tout d'abord, il s'agit de mettre en place l'organisation pour le système de management CO2. Donc, le chemin se déroule en 3 étapes clés. D'abord, constituer l'équipe projet. Elle regroupe vos collaborateurs et, si nécessaire, un conseiller externe. Cette équipe sera le moteur du projet, chargé de collecter les données, d'inventorier les mesures de réduction et de communiquer la politique sur l'empreinte carbone. Ensuite, choisir l'organisme certificateur. Donc là, vous êtes libre du choix. Vous pouvez par exemple prendre un organisme qui certifie déjà d'autres systèmes dans votre entreprise. À ce stade, il est essentiel d'organiser la documentation et d'informer les acteurs clés pour garantir une bonne coordination. Enfin, fixer la date d'audit. Cette étape, elle permet de donner un cap concret au projet. On prévoit également une vérification de l'empreinte si nécessaire afin d'être prêt le jour J. Autour de ces 3 étapes, plusieurs tâches secondaires viennent renforcer la préparation, l'auto-évaluation et le pré-audit. Cette étape, elle est clé car elle donne un cadre avec les exigences requises pour réussir l'audit. Ça, on peut aussi en discuter en fin de webinaire. Vous pouvez nous recontacter par la suite pour cette étape de pré-audit. Pour vous préparer, il y a des documents clés du référentiel du système de management. Donc ça va être un petit peu votre bible en fait pour mettre en place le système de certification. Donc, vous avez les essentiels 2023, le manuel 3.1, les guides pratiques pour les entreprises, donc le guide pour atteindre le niveau 3 et le guide pour le niveau 4 et 5, l'outil d'autodiagnostic pour les entreprises et la liste de mesures, donc il y a une liste de mesures proposée par SCAO. Une fois l'équipe mise en place, vous allez devoir établir le périmètre de l'entreprise, ce qui vous donnera derrière l'opportunité de définir la taille de l'organisation. Donc, la première étape consiste à déterminer les limites, c'est-à-dire quelles organisations seront couvertes par le certificat. Ça diffère des autres systèmes de gestion où vous pouvez choisir vous-même.
C'est une étape très importante et assez difficile, mais si une erreur est découverte lors de l'audit sur ce point-là, le reste peut être compromis. Ça va être quelque chose vérifié en pré-audit. Donc il existe deux méthodes. Soit la méthode du protocole gaz à effet de serre, où on commence par le sommet de l'organisation et la frontière organisationnelle est cartographiée via une approche de participation ou de contrôle. Ou la méthode latérale, qui est une combinaison de la méthode du protocole gaz à effet de serre et du chiffre d'affaires des achats pour déterminer quelles organisations de la structure organisationnelle contribuent à 80% du chiffre d'affaires des achats. Donc, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de ces deux méthodes. Ça peut être des questions, bien sûr, que vous nous adressez en fin de session, par exemple, mais c'est assez pointu comme question. À partir du périmètre, on va venir déterminer la taille de l'entreprise. Elle peut avoir une influence sur les exigences, notamment les exemptions, et aussi, par exemple, sur la durée de l'audit. Donc, au sein du périmètre, on va venir regarder les émissions totales de CO2. Donc, ce sont finalement les émissions que vous aurez dû calculer pour l'axe A. Et regarder les seuils à ne pas franchir pour passer d'une taille à l'autre. Par exemple, une petite organisation, les émissions totales de CO2 ne dépassent pas 500 tonnes pour une entreprise de service et ne dépassent pas 500 tonnes. Et les émissions totales de CO2 provenant de tous les chantiers et sites de production ne dépassent pas 2000 tonnes pour une entreprise de travaux et fournitures. Donc c'est le même exercice pour une organisation moyenne ou une grande organisation. Donc maintenant qu'on a vu comment se préparer, on va regarder les exigences générales. La certification étant un système de management global des émissions CO2 et énergie, elle impose plusieurs exigences transversales. Tout d'abord, l'amélioration continue. L'organisation doit démontrer une dynamique d'amélioration permanente dans la réduction des émissions et la qualité des données. On a aussi une exigence sur un audit interne, revue de direction, la contribution à SCAO et une publication obligatoire sur Internet. Donc, l'audit interne, il a pour but de vérifier si le système de management respecte les critères de certification et l'efficacité du système par rapport à l'amélioration de la performance carbone et de la performance énergétique et la réalisation des objectifs de réduction. Il doit avoir lieu au moins une fois par an et donne lieu à un rapport. Il permet d'identifier les pistes d'amélioration et si les moyens nécessaires sont alloués. L'organisation doit corriger rapidement les non-conformités et mettre en place des contre-mesures. Cet audit, il sera source d'informations pour la revue de direction. La revue de direction, elle, doit être réalisée au moins une fois par an. Son objectif est de vérifier que le système de management CO2 reste pertinent, efficace et aligné avec la stratégie de votre entreprise. Donc concrètement, la direction, elle va examiner l'avancement des actions issues des audits, les performances énergétiques et CO2, et les objectifs atteints ou non, ainsi que les ressources disponibles. Cette revue, elle ne doit pas se limiter à un constat, puisqu'elle débouche sur des décisions concrètes, comme ajuster les objectifs, renforcer les mesures ou allouer des moyens supplémentaires. Enfin, il est impératif de documenter cette revue pour démontrer la conformité et préparer les audits externes. Donc pour ce qui est des obligations complémentaires, donc on a une publication à faire sur le site web de l'entreprise qui souhaite être certifiée. Il faut publier l'inventaire, donc l'empreinte carbone complet, le niveau de performance certifié et les actions de réduction mises en œuvre. Il y a aussi une publication sur le site de SCAO, donc via la plateforme MyCO2 Performance Ladder, et on va venir publier le certificat et les informations accessibles publiquement. Et enfin, il y a le paiement de la redevance, donc il y a la contribution annuelle à SCAO, qui est une condition pour maintenir la certification. Maintenant, si on regarde les exigences par axe. Donc l'axe A, la mesure. Que nous dit le manuel 3.1 ? L'axe A aide les organisations à identifier leurs émissions de CO2 et celles générées par la chaîne d'approvisionnement. L'organisation s'engage dans une démarche d'amélioration continue visant à renforcer la profondeur, l'étendue et l'efficacité des analyses, tout en garantissant la fiabilité et la qualité de son bilan d'émissions CO2. Donc pour démarrer l'axe A, on commence par voir l'énergie telle qu'elle circule dans l'organisation. Il s'agit d'effectuer une cartographie des flux, donc électricité, gaz, carburant, chaleur, et d'identifier les postes les plus énergivores. Cette étape, elle suit la revue énergétique d'ISO 50001. Les données sont collectées, donc vous allez venir regarder les factures, les compteurs, les carnets kilométriques,
ou tout ce qui est chaleur, froid, HT. Et on va repérer les facteurs qui expliquent les consommations et fixer des indicateurs et lignes de base pour piloter. Le résultat attendu est double, un schéma clair des flux et une shortlist d'opportunités classées par impact et faisabilité. C'est cette compréhension qui alimente ensuite les objectifs et plans de réduction. Après la revue énergie, on traduit ces consommations en émissions. Donc, conformément à la norme ISO 14064-1, on fixe les bornes de l'inventaire et on comptabilise les scopes 1 et 2, ainsi que les déplacements professionnels, selon le manuel de l'échelle de performance du scope 3. Donc, un petit rappel des scopes 1, 2 et 3. Donc, les scopes 1, ce sont les émissions de gaz à effet de serre provenant directement des sources détenues ou contrôlées par l'entreprise. C'est par exemple la combustion de carburant pour les chaudières, les fours ou les véhicules de l'entreprise, ou encore les émissions des procédés industriels. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes liées à la production d'électricité, de chaleur ou de vapeur achetée et consommée par l'entreprise. Donc, par exemple, l'électricité achetée pour alimenter les bureaux ou les usines. Enfin, le scope 3, ce sont toutes les autres émissions indirectes qui se produisent dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en amont et en aval. Donc, on a par exemple les biens et services achetés en amont, ce sont des achats fournisseurs. En amont, en aval, on va retrouver le transport et distribution. Et par exemple, en aval, si c'est une société qui commercialise des produits, on va avoir l'utilisation et la fin de vie de ces produits. À partir du niveau 4 de l'échelle performance, les exigences en matière de mesure deviennent plus avancées. L'objectif est d'aller au-delà des scopes 1 et 2 pour intégrer les émissions indirectes et garantir la fiabilité des données. Donc, on va avoir un recensement qualitatif des principales émissions significatives et l'entreprise va identifier les activités génératrices dans le scope 3 et fournir au moins 2 analyses détaillées. Donc ça, c'est pareil, c'est un point assez précis du système de management qualité que je ne vais pas détailler aujourd'hui. On a un plan de gestion de la qualité de l'inventaire. Et enfin, l'entreprise doit disposer de données d'émissions spécifiques de la part des partenaires de la chaîne. Donc, les exigences générales pour cet axe A, on a donc le bilan de gaz à effet de serre qui doit avoir été réalisé avec des données de l'année, qui sont valables 15 mois. Les mêmes facteurs d'émission doivent être utilisés par toutes les organisations. Donc, par exemple, en France, on a la base empreinte de l'ADEME. Le niveau 3 nécessite de faire une empreinte carbone annuelle et à partir du niveau 4, elle doit être semestrielle. Il est possible d'exclure les émissions de moins de 5% et enfin, les émissions doivent être ventilées par secteur. Donc, l'axe B, la réduction, ce que le manuel 3.1 nous dit, la réduction crée des possibilités de réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Elle favorise également la coopération afin que les options les plus efficaces pour réduire les émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement soient prises en considération. L'organisation assure encore une amélioration continue de l'efficacité des mesures dans la fixation et la réalisation des objectifs et dans la démonstration du progrès des objectifs et des mesures. Donc, après avoir cartographié les opportunités de réduction, il faut passer à l'action. Cela signifie transformer ces options en mesures concrètes et applicables. Donc, les décisions, elles doivent être validées par la direction et documentées, par exemple dans un compte rendu de réunion. Tout simplement parce que ça montre que la démarche est intégrée dans la stratégie globale et qu'elle n'est pas juste théorique. L'objectif ici est double, réduire les émissions de CO2 et la consommation d'énergie, tout en affichant une ambition forte auprès des clients, partenaires et pouvoirs adjudicateurs. Donc, ces objectifs de réduction, ils doivent être clairs, ambitieux et réalistes. Ils s'inscrivent dans une période de 3 ans à partir de l'année de référence, ce qui permet de planifier et de suivre les progrès. Ils doivent être proportionnels à la croissance de l'entreprise, donc ils doivent être par exemple liés au nombre d'emplois taux plein, au chiffre d'affaires ou au volume de production. Ça garantit que la réduction elle est cohérente avec l'activité, avec l'évolution de l'activité de l'entreprise. Et enfin, un point essentiel, la priorité est donnée à l'utilisation d'énergie verte, comme l'électricité renouvelable ou les carburants alternatifs. Donc, cet axe B, il s'accompagne d'un suivi et plan d'action. Le suivi est important pour crédibiliser votre démarche carbone.
Il ne s'agit pas seulement de définir des objectifs, mais de prouver aussi leur atteinte. Donc concrètement, ça commence par un plan d'approche qui sera décliné en plan d'action de gestion d'énergie. Ce plan, il doit préciser les mesures, les responsables et les échéances. Pour structurer cette démarche, vous devez vous appuyer sur la norme ISO 50001 qui fournit un cadre reconnu pour le management de l'énergie. Ensuite, vous devez mettre en place des indicateurs pour mesurer l'effet des mesures et vérifier que le ratio effort-résultat est favorable. Si une mesure est inefficace, il faut savoir soit l'ajuster, soit complètement l'abandonner et en envisager une autre. Ce plan d'action, il doit être mis à jour annuellement. Si maintenant on regarde les niveaux 4 et 5, donc pour rappel, le niveau 3, l'organisation se concentre sur ses propres émissions. Le niveau 4, lui, demande une analyse qualitative du scope 3 et une analyse quantitative ciblée. Le niveau 5, il exige une analyse qualitative de l'ensemble du scope 3. Donc l'entreprise doit élaborer une stratégie de réduction des émissions du scope 3 à partir du niveau 4. Une analyse de chaîne au moins également doit être vérifiée par un organisme indépendant. Et enfin, ce reporting, qui était annuel jusqu'au niveau 3, devient semestriel à partir du niveau 4. L'axe C, la transparence, le manuel 3.1 nous dit « Grâce à la transparence, une organisation stimule l'implication créative de ses collaborateurs. Les organisations connaissent leurs efforts mutuels et une organisation peut être tenue responsable de ses ambitions et de ses progrès par les autres. L'organisation réalise, encore et toujours, une amélioration continue dans la profondeur et la diffusion de la communication et le traitement des commentaires des parties prenantes internes et externes. » Donc l'axe C, la transparence. Ici, l'objectif est simple, c'est de rendre vos efforts de réduction des émissions de CO2 et de réduction de flux énergétiques visibles. Donc pourquoi est-ce important? D'abord parce que ça permet de valoriser vos ambitions et de montrer votre engagement. Ensuite, la transparence contribue à créer une culture interne d'amélioration continue et favorise l'apprentissage mutuel, cette fois-ci aussi bien en interne qu'avec vos partenaires. Donc, cette communication, elle est externe et interne. Pour la communication externe, on va s'adresser aux parties prenantes, donc les fournisseurs, les clients et les partenaires. L'objectif est de partager les avancées et les ambitions de manière régulière et structurée. Donc concrètement, c'est au moins 2 communications par an via des supports comme le site web, les magazines, les newsletters ou encore le rapport annuel. Ces communications, elles doivent inclure les politiques et objectifs de réduction d'énergie, l'empreinte CO2, ainsi que les progrès réalisés et en cours. Donc l'objectif, c'est de valoriser les ambitions auprès des parties prenantes pour renforcer la crédibilité et l'engagement. Maintenant, pour ce qui est de la communication en interne, cette fois-ci, elle va concerner les collaborateurs et le management. Donc là aussi, c'est 2 communications par an sous forme de revue du personnel, d'affichage ou encore de réunions. Ces échanges, ils doivent expliquer clairement les objectifs, l'empreinte carbone et la cartographie des flux énergétiques, les mesures mises en place et surtout inviter chacun à contribuer avec ses idées. Ici, l'enjeu, c'est de créer une culture interne d'amélioration continue où chacun se sent impliqué dans la démarche. À partir du niveau 4, une communication démontrable doit avoir lieu 2 fois par an avec les parties prenantes au sein du gouvernement et des ONG concernant les objectifs et la stratégie de réduction des émissions de l'organisation. L'organisation doit être en mesure de démontrer que les préoccupations soulevées par le gouvernement et ou les ONG concernant l'organisation et ses contrats ont été identifiées et traitées. À partir du niveau 5, il est attendu un engagement public en faveur d'un programme de réduction des émissions de CO2 de la part d'un organisme gouvernemental et ou d'une ONG. Maintenant, l'axe D, la participation. Donc le manuel 3.1 nous dit « Par sa participation, une organisation démontre qu'elle investit dans la coopération, qu'elle partage ses propres connaissances et qu'elle utilise dans la mesure du possible les connaissances acquises ailleurs. L'organisation réalise toujours bien sûr une amélioration continue dans la sélection des initiatives utiles et l'application des connaissances dans l'organisation. » Donc, tout d'abord, ce qu'il faut faire pour la participation. Donc, il s'agit de participer à une initiative CO2 en lien avec votre portefeuille de contrat. Cette participation, elle doit être régulière avec une fréquence de 2 fois par an.
Cette participation, elle doit aussi être active. Donc, ça implique de s'engager dans des groupes de travail, de promouvoir publiquement l'initiative et de fournir les informations nécessaires pour alimenter cette démarche. Enfin, il y a des attentes supplémentaires, une contribution financière, un échange d'informations bilatérales, des discussions en comité de direction et, dans certains cas, la mise en place d'un budget dédié. Au niveau 4 et 5, la participation elle devient stratégique. Donc au niveau 4, l'entreprise doit aller plus loin en devenant initiatrice de projets de développement. Cela inclut l'élaboration d'un plan d'approche et un suivi régulier, semestre par semestre. Il est également attendu une publication dans un magazine sectoriel indépendant pour valoriser l'engagement, ainsi qu'un budget spécifique alloué à ces actions. Le niveau 5 représente un engagement encore plus fort. Il s'agit de mettre en place un programme sectoriel de réduction du CO2 en collaboration avec des gouvernements et ou des ONG. Ce programme doit inclure au minimum une ONG ou un acteur gouvernemental, ainsi que 2 organisations. L'objectif est clair, implémenter des mesures prometteuses et démontrer une progression tous les 6 mois. Comme pour le niveau 4, un budget dédié est indispensable. Maintenant, quelques mots sur le processus de certification. L'audit de certification, qui s'étend sur une période de 3 ans, démarre par un audit initial et il est suivi de 2 audits annuels qui peut ensuite donner lieu à un audit de renouvellement si on veut maintenir la certification. Le nombre de sites à auditer va dépendre de la taille de l'organisme et de ses activités. Donc, le périmètre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un point majeur vérifié par l'organisme de certification qui va en fait avoir un impact direct sur le nombre de sites audités, mais aussi sur la durée de l'audit. À la durée de l'audit, on peut ajouter un temps supplémentaire en fonction des contrats qui doivent eux aussi être tous couverts s'ils ont intégré le critère de l'échelle performance CO2. Donc cette durée d'audit, elle dépend à la fois de la taille d'entreprise et de ses activités, puisqu'également toutes les activités doivent être couvertes par l'audit. À la suite de cet audit, un rapport provisoire est établi, qui est finalisé après le suivi et la clôture des non-conformités mineures et majeures, et qui enfin donnera lieu à la délivrance du certificat et du rapport final avec le score. Donc, le score que j'ai évoqué en début de webinaire et que je vais venir un petit peu détailler avec cette diapositive. Donc, en phase 1 de l'audit, l'entreprise elle est évaluée. Donc, on va venir regarder le périmètre, les activités, les flux énergétiques, les émissions de CO2 et également le portefeuille de contrat. En phase 2, toutes les données transmises, elles seront vérifiées. Donc, ça peut être effectivement les calculs d'émissions de CO2, ça peut être vérifier les rapports d'audit interne, aller vérifier les éléments de communication. Et des scores sont attribués en fonction des exigences de l'audit. Donc, vous pouvez voir sur la gauche la grille de score qu'on trouve dans le manuel 3.1. Ici, vous avez un extrait pour l'axe A, donc le niveau 1 et 2, où on voit clairement les critères à respecter. On a ici l'objectif à atteindre par critère. Et en fait, le manuel 3.1, il va vraiment venir donner le canevas de l'audit. Donc, il viendra également donner les consignes de notation, la description détaillée des critères, les critères minimaux à remplir lors de l'audit de performance. Le manuel, en fait, il est complet puisqu'il va même donner la marche à suivre par l'organisme certificateur lors de l'audit de performance. Donc, le connaître, c'est vraiment une très bonne façon d'être prêt pour l'audit, puisque vraiment la grille de notation est donnée. Enfin, il y a aussi des exigences particulières pour les contrats. Donc un contrat, ça peut être un contrat de construction, un contrat de maintenance, un contrat de conseil et de conception, ou encore une fourniture de biens et de services. Les actions menées dans les contrats découlent de la politique définie au niveau organisationnel, avec des mesures générales qui vont être applicables à tous les contrats. Mais on va pouvoir aussi avoir des opportunités spécifiques de réduction pour certains contrats. Pour les contrats ayant un critère d'attribution lié à l'échelle de performance CO2, il est obligatoire de démontrer par une documentation appropriée la mise en œuvre des exigences de l'échelle. L'organisation choisit si elle crée un dossier contrat dédié et en définit la forme. Et ce dossier doit prouver que les exigences minimales sont respectées pour ces contrats. Maintenant qu'on a vu l'ensemble de l'agenda d'aujourd'hui,
Je vous propose quelques points essentiels à retenir. Donc, le système de certification de l'échelle performance est bien en place et reconnu depuis déjà 15 ans aux Pays-Bas, et on observe aujourd'hui un déploiement de grande envergure en Europe. Cette certification a fait ses preuves puisqu'elle aide les entreprises à réduire de 20 à 30% leurs émissions en 3 ans. C'est un outil puissant pour décarboner plus vite, jusqu'à 2 fois, par rapport aux entreprises qui ne l'ont pas mis en place. C'est un véritable système de qualité qui permet une amélioration continue. Et obtenir cette certification donne une image de marque fiable et montre une démarche vertueuse auprès des parties prenantes. C'est un critère, mais aussi une clause de performance carbone dans les appels d'offres pour les achats. Et enfin, cette certification permet une action complète puisqu'elle vous permet de maîtriser vos consommations d'énergie, vos émissions carbone, de les réduire et de communiquer de façon robuste sur vos engagements et progrès. Je vous remercie pour votre attention et on peut passer à la session questions-réponses. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Alors, nous vous encourageons, là, dans les minutes qu'il reste, à poser vos questions dans le chat Q&A qui est à votre disposition. En attendant, donc, nous avons reçu quelques questions. Alors, je vais déjà te les présenter. On a une question qui est très intéressante. Comment prioriser ces actions pour maximiser la réduction d'énergie et d'émissions CO2 ? Oui, alors, oui, c'est effectivement une question qu'on peut se poser quand on va mettre ça en place pour être efficace tout de suite. Donc d'abord, regardez les postes les plus émetteurs. Donc en fait, ça, c'est vraiment une information, en fait, comme je vous le disais, qu'on peut avoir dès l'axe A, quand on fait la cartographie des flux énergétiques et le bilan carbone. Et on va venir regarder les postes qui vont représenter la plus grosse part des émissions. Une fois que ces postes sont identifiés, ce qu'il faut évaluer, c'est la faisabilité. Donc, est-ce que je peux facilement mettre en place ? Ensuite, du coup, est-ce que ça va avoir un impact conséquent ? Donc, l'enjeu, est-ce que ça vaut le coup ? On va dire comme ça. Et bien sûr, le coût, puisqu'il faut aussi pouvoir maîtriser le coût de cette mesure à mettre en place et le délai. Est-ce que je peux le mettre plus ou moins rapidement en place ? Très bien, merci Anne-Sophie. On a une autre question concernant la durée de l'audit. Donc, combien dure un audit ? Oui, alors ouais, c'est ce que je disais pour le processus de... Je l'ai mentionné brièvement, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. En fait, la durée de l'audit, ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et du portefeuille de contrat. Donc, comme ça, de but en blanc, c'est pas tout à fait possible de répondre. En revanche, c'est totalement encadré par les documents normatifs de l'échelle de performance CO2. Puisque voilà, vraiment en fonction de la taille, on a un nombre minimum de jours imposés qui peut être rallongé s'il y a vraiment beaucoup d'activités, par exemple, de l'entreprise et qui doivent être toutes couvertes et qui va être rajouté en fonction des contrats qui ont cette clause, puisque tous les contrats en France doivent être couverts. Tout à fait, merci Anne-Sophie. Alors, une autre question. Comment se compare la Science Based Target Initiative, SBTI, et l'échelle de performance CO2 ? Aujourd'hui, est-ce que tu veux prendre cette question, Anne-Sophie ? Oui, alors, peut-être que je précise quand même, parce que c'est vrai qu'on a introduit Kim, et comme tu l'as dit, Stéphanie, elle n'est pas encore complètement à l'aise en français, donc juste profitez d'elle pour vos questions, parce qu'elle a une expertise de pointe, et donc je me permets d'être sa voix française. Et donc Kim m'indique qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre la version 3.1, donc le mail 3.1, et le SBTI. Tout à fait. Une autre question, là c'est plus concernant donc, la documentation. Où est-ce qu'on peut trouver tous les documents officiels du référentiel ? Alors tous les documents officiels, vous pouvez les trouver sur le site de SCAO, donc c'est le site de l'échelle de performance CO2. Vous aurez aussi des informations intéressantes sur le site d'ACEA, qui est aujourd'hui l'organisme qui déploie le système en France. Et enfin, n'hésitez pas non plus à consulter notre site. On a également une page web dédiée
au sujet. Mais vraiment, tous les documents officiels, surtout les manuels qui vont vous intéresser, vous l'aurez sur le site officiel de l'échelle de performance CO2 en français ou en anglais. Tout à fait. Une question concernant l'organisme SCAO. À combien s'élève la contribution annuelle à SCAO? Alors, la contribution, elle va dépendre de la taille de l'entreprise. Donc, c'est pareil, j'ai pas une question pour tout le monde. Elle va de 65 € pour une toute petite entreprise à 6 000 € pour les plus grandes entreprises. Très bien. Eh bien, merci Anne-Sophie. Je pense que nous avons fait le tour des questions. Ce n'est pas trop tard pour poser encore des questions. Vous pouvez aussi nous joindre, bien entendu, après le webinaire. Les questions et les réponses vous seront transmises après le webinaire et nous restons comme toujours à disposition. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Je te laisse peut-être clore, Anne-Sophie. Oui, merci Stéphanie. Merci à tous. Comme Stéphanie l'a indiqué, n'hésitez pas à nous contacter, même si une question vous vient à l'esprit un petit peu plus tard. Merci. Merci. Bonne fin de journée.